Bonsoir. Alors, vous connaissez l'Ukraine, on l'a dit, vous étiez même observatrice lors d'élections en Ukraine, mais vous observez aussi ce conflit. Et justement, vous nous dites ce soir, l'issue de ce conflit dépend aussi, et peut-être d'abord, de nous-mêmes, c'est-à-dire des opinions publiques occidentales. Pourquoi dites-vous ça? Parce qu'on sait qu'une partie de ce conflit est une guerre de propagande et que la propagande, ça joue sur les opinions publiques et psychologiques. Alors, pas sur l'opinion publique russe. Vladimir Poutine, lui, n'a pas d'opinion publique. En tout cas, il y en a une, mais elle ne pèse pas sur lui. Il n'a pas à la ménager. Il n'a pas à la Il ne ménager pèse pas. exactement. Mais il mise énormément sur le fait que les démocraties, en face de lui, européennes, américaines, ont des opinions publiques. Et il va tout faire pour essayer de les fracturer, ces opinions publiques. Pour essayer de faire en sorte que les démocrates qui veulent lui tenir tête finissent par fatiguer. Et quand on sait ce qu'il est capable de déployer en temps de paix, on a une petite idée de ce qu'il est capable de déployer en temps de guerre. Et on voit sur quel bouton il va pouvoir jouer, lesquels il va pouvoir appuyer. Alors, de quoi s'agit-il? Déjà, vous avez parlé effectivement des restrictions qui vont nous demander un effort. C'est vrai que nous, démocrates, on a fait beaucoup d'efforts pendant la période de la pandémie. Et là, on se dit, il va falloir faire encore des efforts. Pourquoi? Pour défendre des valeurs, pour défendre des principes. Vu de Russie et du modèle poutinien qui a tendance à considérer que les démocrates sont des mauviettes, pour le dire comme ça, que les démocraties occidentales sont décadentes, faibles, incapables de se mobiliser pour des valeurs. Par leur confort. Exactement. Lui, il mise sur le fait que notre obsession pour notre confort nous affaiblira et nous empêchera de faire ce sacrifice pour soutenir les Ukrainiens, pour soutenir des valeurs. Il va beaucoup observer les débats que nous avons. Et donc, le premier bouton, c'est d'essayer d'appuyer sur le bouton de l'égoïsme. Donc même si c'est très bien d'être conscient de ce que ça veut dire de faire ces efforts, le fait d'être prêt à les faire, le fait de pouvoir se dire publiquement, mais on est prêt à l'envisager en fait. On est prêt, on est capable de peut-être subir des restrictions, voire des formes de rationnement, parce qu'on a des valeurs auxquelles on croit. C'est un premier signal dans cette guerre psychologique à lui renvoyer. Deuxième bouton, c'est évidemment la peur. On a bien vu comment il jouait avec la menace nucléaire, cette idée de tourner un peu autour des centrales nucléaires en Ukraine. Alors tout le monde y a joué, même le président ukrainien à un moment donné l'a aussi joué pour dire attention, ça n'est pas qu'une guerre qui nous concerne, c'est une guerre qui peut vous concerner si une des bombes actuelles que nous prenons sur la tête tombait sur une centrale. Mais on a vu que clairement c'était une façon de mettre une pression, de pouvoir laisser penser à certaines opinions qu'au fond il ne fallait pas trop se mêler de cette guerre, que c'était bien de laisser les Ukrainiens s'en dépatouiller tout seuls, puisque après tout, nous étions face à une puissance nucléaire. Et il y a même une seconde petite musique qui est en train de monter, qui est inquiétante, qui est carrément celle d'agiter un peu le drapeau de la guerre bactériologique. Alors là, c'est intéressant parce que c'est vraiment tellement typique de la propagande russe. Et on commence tellement à comprendre comment il fonctionne, parce que ça fait quand même depuis une vingtaine d'années qu'à force d'observer les méthodes de Vladimir Poutine, on a quand même des éléments pour comprendre qu'est-ce qu'il est en train de nous annoncer. Quand on a vu, par exemple, on va écouter un responsable, c'est le porte-parole de du ministère de la Défense russe, qui a essayé d'expliquer qu'en gros, ils étaient en train de résister contre une menace bactériologique qui pourrait venir d'Ukraine, avec une sorte de complot des États-Unis. Des laboratoires souterrains. Des laboratoires souterrains, évidemment une chauve-souris, sinon c'est pas drôle, surtout en période post-coronavirus. Mais on l'écoute pour comprendre le degré de folie et de propagande dans lequel on est. Созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов. Alors, typiquement, là, on est quand même en plein délire. Mais ce délire, on peut se dire comment quelqu'un d'aussi sérieux qu'un porte-parole d'un ministre de la Défense russe est capable d'aller jusque-là. 2 fois par jour. 2 fois par jour en plus. Parce qu'en fait, eux, ils misent sur une chose toute simple. Ils se disent, il y aura toujours des gens en Europe ou aux États-Unis pour y croire. Qui adorent croire à ce genre de choses. Qui adorent croire à ce genre de choses. Et puis il y a une petite coopération aussi, je crois, dans l'industrie entre mais ça part toujours l'Ukraine et d'éléments. le micro-fond de vérité qui sert encore une fois à fabriquer des récits. Tous les complotistes et toutes les propagandes parlent toujours d'un micro-élément de vérité. Vous l'avez démonté tout à l'heure sur Azov. Oui, il y a un bataillon Azov et on en déduit que l'Ukraine entière est nazie. Oui, il y a des laboratoires évidemment chimiques en Ukraine, comme dans toute démocratie, qui font des travaux scientifiques. Et puis on essaie d'en faire un grand complot de laboratoires qui veulent reléguer des agents pathogènes. Ce qui est un peu plus inquiétant, honnêtement, c'est que d'ailleurs le président ukrainien l'a quasiment dit dans sa propre communication pour y répondre. D'abord, il a démenti.
Il a dit non, non, d'abord, excusez-moi, on a des laboratoires comme tout le monde, mais personne ne joue avec le feu. Là aussi, on va l'écouter. Mais je vais vous expliquer pourquoi lui-même est inquiet quand il voit les Russes communiquer de cette façon. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает. И весь мир это знает. Вы это знаете. И если вы сделаете что-то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ. Et dans une déclaration, le président ukrainien expliquait qu'en gros, chaque fois que les Russes annonçaient une menace dans le camp d'en face, il fallait se méfier parce que généralement, c'est qu'ils préparaient des éléments de langage pour eux-mêmes passer à ce genre d'offensive. Et en l'occurrence, quand on étudie la propagande russe, on s'aperçoit que tous ces agents d'influence, c'est-à-dire les sites complotistes qu'ils financent depuis des années, des influenceurs, tous les gens qui sont dans sa mouvance et en termes de trafic d'influence, commence à préparer une petite musique où si demain il y avait un groupe qui, de fait, passait à une action offensive bactériologique, la Russie essaierait de nous faire croire que c'est un groupe ukrainien. Très clairement, tout est en place. Alors, il y a un groupe qui est spécialiste de ça, un mouvement, un site, qui est le site du réseau Voltaire de Thierry Messant. Je ne sais pas si vous en souvenez, David. Thierry Messant, le post 11 septembre, qui disait qu'il n'y avait jamais eu d'avion sur le Pentagone. Exactement. Peut-être même que les tours ne s'étaient pas effondrées. Non, il n'allait pas Non, il n'allait pas jusqu'au tour qui ne s'était pas effondré, mais enfin, en gros, il expliquait, oui, qu'aucun avion ne s'était écrasé sur le Pentagone. On n'a jamais su ce qui est arrivé aux familles donc, qui étaient dans cet avion qui s'est écrasé, et que c'était un missile, et que c'était évidemment un complot de l'intérieur américain. Et ce fameux Thierry Messant, il faut savoir, depuis quelques années, il est allé se réfugier en Syrie, donc sous la protection du régime de Bachar el-Assad, qui est lui-même sous la protection de Moscou, et il a profité de l'audience qu'il a obtenue avec ses théories complotistes depuis des années pour relayer les éléments de langage de Moscou. Donc en ce moment, par exemple, le réseau Voltaire joue la petite musique de l'attaque bactériologique pour essayer, encore une fois, de toucher un peu à l'extrême droite, un peu à l'extrême gauche, des gens qui, au sein de l'opinion publique européenne, pourraient commencer à se dissocier de la bataille pour défendre les Ukrainiens. Mais Caroline, vous dites que ça va se jouer dans les opinions publiques, mais par exemple sur cette question du nucléaire, on en parle tout le temps dans la rue, les gens ont peur, il y a des sondages qui montrent que les gens ont peur, donc là les opinions publiques, elles sont vulnérables. Exactement, il y a même des gens qui commencent à acheter des abris antinucléaires, de se précipiter. Oui, évidemment, et c'est bien là-dessus qu'ils misent. Donc il va falloir être à la fois plus malin, ne pas s'affoler, c'est-à-dire qu'il faut être à la fois lucide. On est face à une puissance nucléaire et quelqu'un qui clairement... On ne sait pas quel traitement il prend, mais en tout cas, il prend quelque chose qui fait qu'il est plus fou que jamais. Donc le risque, il existe. Enfin, tous les risques existent. Et en même temps, on doit être extrêmement mûr et malin et rationnel dans notre façon de réagir pour ne pas laisser la peur gagner cette bataille psychologique. Et on doit même essayer d'anticiper, David, parce que, je le disais tout à l'heure, quand on sait ce que Poutine est capable de faire en temps de paix pour déstabiliser les gens qui sont face à lui, on a une petite idée de ce qu'il est capable de faire en temps de guerre. Je vous donne un exemple. Rappelez-vous des dernières campagnes présidentielles aux États-Unis et en Europe. On le sait maintenant, on a le recul que Vladimir Poutine a tout fait pour faire élire Donald Trump. Absolument tout. Ça va des hackers russes travaillant pour le GRU et la branche du renseignement militaire russe qui ont hacké et fait fuiter des emails du Parti démocrate pour faire perdre Hillary Clinton, pour faire gagner Donald Trump, à la campagne des Macron Leaks. Dernière élection présidentielle en France, il y a eu la veille du vote, souvenez-vous, une espèce de faux Macron Leaks. En tout cas, on a révélé des tas d'emails qui ont finalement accouché d'une souris, mais qui donnaient le sentiment qu'il y avait un gros scandale sur le candidat Emmanuel Macron. Et le président actuel français, Emmanuel Macron, qui parle toujours avec Vladimir Poutine parce qu'il n'a pas d'autre choix que d'essayer de maintenir ce lien, a gardé cette communication depuis le début en sachant pertinemment que des hackers russes liés à la branche militaire de la Russie, donc de Vladimir Poutine, donc sur incitation de Vladimir Poutine, ont tout fait pour qu'il ne soit pas élu président. Vous imaginez bien qu'avec cette guerre, en pleine campagne électorale, Vladimir Poutine fera absolument tout pour qu'Emmanuel Macron ne soit pas réélu. En ce moment, il échoue, parce que sa guerre est tellement absolument barbare que tout le monde le voit, mais il va tout faire pour essayer d'avoir face à lui un allié. Alors, les alliés, on les connaît, on sait qui sont les gens proches de Moscou. On ne peut pas dire, parce que dans notre pays, ça coûte des procès, et parce qu'on n'est pas très bon en investigation là-dessus aussi, il faut bien le dire, on ne peut pas dire précisément le nombre d'achetés qu'il y a dans notre classe politique. Mais je le dis très solennellement, David, réellement, la Russie est une des puissances les plus prédatrices et corruptrices de l'histoire récente politique. Et de même qu'on a vu un chancelier allemand rejoindre le conseil d'administration de Gazprom et même le présider quelques années plus tard, il y a dans notre classe politique des gens qui sont des obligés du Kremlin et de Moscou. Et Vladimir Poutine, son but,
son but de guerre, pour essayer de ne pas avoir trop de gens face à lui et pouvoir écraser l'Ukraine, va être de créer des opérations de déstabilisation, de lancer ses usines à trolls, c'est-à-dire sous ces faux profils qui, sur les réseaux sociaux, peuvent faire monter des thèmes, monter aussi des fausses informations, pour essayer d'encourager un candidat beaucoup moins coriace que celui qui est actuellement président. Et il a le choix, malheureusement, dans notre classe politique. Nos opinions publiques, pour l'instant, d'après vous, est-ce qu'elles ont pris l'ampleur, la mesure de l'ampleur de ce qu'il faut faire, de ce qui les menace d'une certaine manière? Le mot est peut-être un peu fort, mais est-ce qu'elles sont prêtes? Nos opinions publiques, je pense, elles commencent à découvrir ce que c'est que la menace Poutine. Honnêtement, pendant des années, souvenez-vous, et j'ai vraiment le souvenir de beaucoup de débats à la télévision, où, quand on parlait de la menace islamiste, tout le monde comprenait, sauf vraiment ceux de mauvaise foi. Mais quand on parlait du danger que représentait la Russie, il y avait une espèce de consensus pour se dire non, ça c'est des alliés, mais non, la Russie n'est pas dangereuse pour nous, pour nos démocraties. Ah, parce qu'on est alliés de très longue date avec le peuple russe. Et aussi parce que ça arrangeait beaucoup dans la guerre contre l'islamisme d'avoir les Russes à nos côtés. On n'a pas vu monter les opérations de déstabilisation contre nos élections, on n'a pas voulu voir ce qui est en train de se passer en Afrique avec la Wagner, parce que pardon, on a parlé du commando Azov, mais il y a quand même des mercenaires de Vladimir Poutine avec des tatouages nazis qui sont en train d'attaquer les intérêts français en Afrique et avant même la guerre en Ukraine. Et donc aujourd'hui, je pense que l'opinion publique, oui, ouvre les yeux sur cette menace. Elle n'est qu'au début de comprendre ses ramifications, sa puissance. Et bien sûr que les plus pro-Kremlin sont pénalisés, mais par exemple, juste, on va écouter un dernier extrait, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon n'est pas pénalisé dans l'opinion pour les positions qu'il a tenues sur l'Ukraine, et pourtant je pense qu'il faut réécouter cet extrait-là de Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas vrai que la Russie soit une menace pour la paix du monde. C'est un mensonge. C'est un acte de propagande destiné à justifier un projet politique en Europe. C'est la construction, comme idéal européen, après le Brexit et après l'échec de tout le reste, d'un bavardage qui est appelé Europe de la défense, qui est entièrement construit sur l'idée qu'il faut se regrouper face à une menace qui, à mes yeux, n'existe pas. Cette archive est extrêmement grave pour un homme politique, et le fait que Jean-Luc Mélenchon continue à monter dans les sondages sans qu'on se rappelle que c'est quelqu'un qui a nié la possibilité de cette guerre en Ukraine et qui a expliqué qu'en gros c'était un grand complot de l'OTAN pour justifier l'Europe de la défense, tout ça n'a ni queue ni tête. C'est franchement une archive scandaleuse et qui, j'espère, quand même lui sera rappelée. Un mot à chacun d'entre vous, Dominique. Oui, simplement pour revenir sur la guerre bactériologique et chimique. Il y a une réunion au Conseil de sécurité demandée par la Russie vendredi dernier sur la guerre bactériologique. L'OMS présente a dit « je ne vois pas quel est le sujet ». Ça a fait flop, vraiment, mais on n'en parle pas du tout. Alors que cette accusation russe, dans l'enceinte internationale, a fait complètement flop. Ensuite, j'écoute le président Zelensky, lui il parle d'armement chimique et non pas bactériologique. Grosse différence, parce que l'armement chimique, en revanche, c'est quelque chose qui pourrait être utilisé dans la saisie des villes telles que Kiev ou Mariupol pour marquer, faire des pertes importantes à un moment. C'est ce que les Syriens ont utilisé dans la guerre en Syrie. En revanche, la guerre bactériologique, qui est une accusation russe, il faudra qu'on m'explique un peu comment on fait la guerre bactériologique. Parce qu'il faut déjà vacciner tout le monde si on ne veut pas être touché par les virus qui sont lancés. Donc, si vous voulez, c'est la peur, comme vous le disiez, comme pour le nucléaire. On a mélangé le civil et le militaire. Et tout le monde, d'un seul coup, s'est dit, ça y est, le nucléaire, c'est terrible. Eh bien là, c'est pareil, on mélange le chimique et le bactériologique, et puis on fait peur à tout le monde. On fait peur. Elena. Moi, je voudrais remercier Caroline d'avoir soulevé ce point des opinions publiques occidentales, parce que c'est extrêmement important pour avoir vécu 10 ans dans un pays comme la Russie. La démocratie est un bien précieux, et le fait de pouvoir réfléchir par soi-même est un bien extrêmement précieux. J'ai interviewé il y a quelques années le propagandiste en chef du Kremlin, c'est Dmitri Kiselyov, qui m'a dit, si on ne gagne pas la guerre de l'information, on ne gagne pas la guerre. Et ce qui arrive aujourd'hui en Ukraine, je pense que c'est la conséquence directe du fait que les opinions publiques et surtout occidentales n'ont pas pris la mesure de ce qui s'y passait déjà depuis 2014, lorsqu'on a été scandalisé par l'annexion de la Crimée, et puis c'est complètement retombé. Et nous, journalistes, depuis qui couvrions tout ce conflit, ne pouvions pas appeler une guerre, ne pouvions pas dire que la Russie avait déjà en réalité envahi l'Ukraine, que le séparatisme pro-russe n'existait pas tel quel, qu'il existait en réalité l'invasion et la déstabilisation par la Russie. Tout ça, c'était des choses qu'on voyait de nos yeux, mais qu'on ne pouvait pas dire parce que toutes les vérités se valaient. La vérité occidentale valait la vérité russe, la vérité du terrain
terrain valait la vérité de la propagande. Et finalement, on ne pouvait pas sortir les informations que nous observions sur le terrain parce que ça contredisait une version officielle qui était en réalité réécrite à l'envers. Et je termine avec ça. Ma crainte maintenant, effectivement, c'est que là, l'ampleur de l'attaque est tellement énorme que tout le monde, pour moi, les masques sont tombés et notre travail est devenu vraiment plus facile, nous les correspondants en Russie. Seulement, la crainte, c'est que l'ampleur retombe et que l'opinion publique soit de nouveau travaillée par ces médias de propagande. Et on voit apparaître des ressources des gens en langue française, anglaise, espagnole, qui prétendent lutter contre nos soi-disant fakes occidentaux contre la guerre de la Russie en Ukraine. Et effectivement, il faut vraiment être attentif et se rappeler de qui est l'attaquant et qui est l'attaqué dans cette guerre. Isabelle? Oui, alors moi, sur la question des armes chimiques, ce que je peux vous dire, c'est que Paris prend l'histoire très très au sérieux. Et donc, ils ont aussi l'habitude maintenant de lire les discours de Vladimir Poutine. Et ils savent très bien qu'en général, quand Vladimir Poutine s'apprête à faire quelque chose, la première chose qu'il fait, c'est d'accuser son adversaire de le préparer. Donc la question est prise avec une très très grande inquiétude à Paris. Et sur le reste, moi je pense que l'Europe aujourd'hui joue une partie de son destin. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de faire gagner, de faire en sorte que les Ukrainiens gagnent la guerre, mais sans s'en mêler et sans mettre des troupes sur le... Je ne critique pas du tout ça. Sans même livrer des avions. Mais si on ne trouve pas un moyen vraiment de faire gagner les Ukrainiens, alors là, l'Europe, à mon avis, va vraiment reculer. Parce qu'on n'aura pas été capable de défendre un pays qui, depuis de longues années, brandit le drapeau européen, défend la démocratie de manière beaucoup plus forte que la plupart des pays européens de l'Union européenne. Et là, je pense que le soft power de l'Europe, dans ces cas-là, et de l'Union européenne, et le soft power de tout l'Occident, va encore complètement reculer. L'Europe a fait un bond en avant magnifique dans cette première partie de résistance, mais à la fin des fins, si l'Ukraine perd, l'Europe perd aussi. Oui. Moi, je suis assez frappée de voir comme on a vu tous monter quelque chose qu'on n'a pas compris. C'est-à-dire que cette propagande, le travail de propagande de l'opinion publique en France, on l'a vu, à mon avis, dès les Gilets jaunes. Il y a une partie des Gilets jaunes qui était déjà travaillée par cette thématique du complot, qui était du QAnon avalé, mal digéré, mal recraché. Ça fait des effets de cascade. On a retrouvé les mêmes idées du grand complot, etc., dans les mouvements anti-vax qui sont devenus très, très politisés et finalement pas du tout des mouvements sanitaires. Et ces mêmes personnes sont aujourd'hui les têtes de pont des relais de la propagande du Kremlin. Ça me frappe vraiment, comme on voit qu'il y a un écosystème qui est passé d'une cause à l'autre sans vraiment se soucier de savoir ce qu'elle était. Et je pense que finalement, ça n'a absolument aucune importance, la cause. C'est juste une façon de lutter contre un système qui a été attisé de cette manière-là. On l'a tous vu monter. On l'a tous vu monter et on n'a pas compris d'où ça venait. Les Gilets jaunes et les mouvements anti-vax ont été abreuvés aux sources de deux médias, Sputnik et Russia Today, qui ne peuvent plus émettre qui peuvent plus émettre aujourd'hui. Mais il était temps, parce que sincèrement, ils ont fait beaucoup de mal à la démocratie et à l'information. Mais ça avait commencé même avant. On a vu monter les relais d'opinion, les influenceurs de la Russie depuis que Poutine a décidé de vouloir s'emparer de l'Ukraine, en réalité. Merci Caroline. Et à mardi prochain. Merci beaucoup, Elena.